Accueillir au sein de votre journée consacrée aux formateurs et formatrices en entreprise. Donc, comme l'a précisé Madame, je travaille à la Direction Générale de l'Enseignement Post-Obligatoire où je suis responsable du secteur juridique. Nous sommes une équipe de 4 juristes qui sommes aussi à votre disposition, le cas échéant, si les questions venaient à se présenter dans le cadre de votre activité. J'ai été aujourd'hui invitée à venir parler auprès de vous finalement du contrat d'apprentissage en tant qu'acte juridique. Donc on va quitter un petit peu l'aspect plus sociologique de l'apprentissage pour rentrer dans quelque chose un peu plus terre à terre, qui est l'acte contractuel finalement, qui va lier les entreprises formatrices à leurs apprentis. Et le but de cette présentation, ça sera finalement de mettre en lumière le fait que ce contrat d'apprentissage, qui est un contrat de travail un peu particulier, présente certaines particularités justement qui le différencient de son modèle, le contrat de travail classique, et qui font que ce n'est pas toujours facile en fait de faire matcher la formation avec ces contraintes légales qui sont imposées par l'aspect justement contractuel du contrat de travail. Ma présentation va se baser sur trois points principaux. D'abord, je vais aborder les bases légales applicables de façon assez générale pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la matière qui régit l'apprentissage. Ensuite, on va se pencher de manière un petit peu plus détaillée sur les particularités vraiment du contrat d'apprentissage par rapport au contrat de travail. Et puis un dernier point, on fera un petit survol de la surveillance, qui est une particularité quand même assez importante du domaine de la formation professionnelle, étant donné qu'au-delà des parties contractuelles qui signent un contrat formel d'apprentissage, il y a une autorité cantonale et différents intervenants qui vont graviter en fait autour de cette relation. Alors, en ce qui concerne les principales bases légales, vous allez voir que le contrat d'apprentissage, finalement la formation professionnelle, repose sur différentes sources. Donc on a des bases légales qui sont fédérales, on aura des bases légales cantonales, on a de la législation qui va relever aussi bien de la législation sur la formation professionnelle que sur le droit du travail. Selon les cas et l'âge de vos apprentis, vous serez encore plus soumis à des règles particulières concernant la protection des jeunes travailleurs, à des conventions collectives de travail. Donc c'est un domaine assez vaste. Donc, principalement, vous aurez la loi fédérale sur la formation professionnelle, l'ordonnance de formation, ça c'est tout pour l'aspect formation. Chaque métier dispose d'une ordonnance de formation particulière qui va régir en fait les bases même et le cadre dans lequel va s'inscrire la relation contractuelle d'apprentissage. Et cette ordonnance va s'accompagner toujours d'un plan de formation qui fixera les objectifs à atteindre par les apprentis. Et puis ensuite, nous avons toute la législation en matière de droit du travail qui va également s'appliquer aux apprentis de façon plus ou moins étendue selon les circonstances, en partant du Code des obligations, qui est le siège de la matière. On a une petite, même pas 10 articles dans le Code qui règlent cette question-là. Il y a toute une série d'ordonnances, une loi sur le travail, il y a toute une série d'ordonnances d'application qui vont aussi s'appliquer aux apprentissages. Et dans le cadre d'apprentis mineurs, il y aura notamment à prendre en compte la législation sur la protection des jeunes travailleurs et puis tout ce qui est règles concernant le travail de nuit et le travail du dimanche qui touche certaines de vos professions et qui impose un cadre un petit peu protégé pour ce qu'on appelle les jeunes travailleurs, donc c'est les apprentis de moins de 18 ans. Et en fait, finalement, selon les domaines professionnels dans lesquels on se trouve, on a des conventions collectives de travail qui parfois s'appliquent aussi aux apprentis. Souvent, ils sont exclus du champ professionnel de la convention collective, mais dans certains cas, elles trouvent quand même application pour les apprentis. Au niveau des particularités du contrat d'apprentissage, alors on dit que le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail à caractère spécial.
Donc en fait, si vous prenez le Code des obligations, vous allez trouver un chapitre qui s'appelle Contrat de travail, où il y aura environ une centaine d'articles qui règlent la matière, que ce soit de la conclusion à la résiliation, passons par les vacances, le temps d'essai, toutes ces questions-là. Et à la fin de ce chapitre, il y a un chapitre particulier qui s'appelle Contrat de travail spécial, où on trouve notamment le contrat d'apprentissage, le contrat de voyageur de commerce. Donc ce sont des contrats de travail, mais un peu particuliers, c'est ce qui fait leur caractère spécial. Donc si vous prenez cette structure du code, dans ces articles sur l'apprentissage, il y en a vraiment peu, il y en a sauf erreur 5 ou 6, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ce qui n'est pas réglé par ces 5 ou 6 articles-là est réglé par le reste en fait, des dispositions relatives au droit du travail dans le code des obligations. Donc tout ce que vous ne trouvez pas formellement dans le chapitre contrat d'apprentissage, vous devez vous référer aux règles générales du droit du travail. Dans la mesure où finalement les règles sur l'apprentissage sont assez peu nombreuses, il y en a comme on vient de voir 5 ou 6 uniquement, pour la plupart des choses, finalement l'apprenti a le même statut qu'un travailleur ordinaire au sein de votre entreprise. Ça c'est pour l'aspect spécial. En ce qui concerne la caractéristique du contrat de travail, du contrat d'apprentissage, c'est un contrat, donc en général un contrat c'est une relation contractuelle entre deux personnes. Quand vous prenez un contrat de vente, vous avez toujours une prestation contre une contre-prestation. Un contrat de travail, c'est la même chose. Un contrat de bail, la même chose. Je vous remets un appartement contre le paiement du loyer. Un contrat de vente, je vous remets un objet contre le paiement d'un prix. Dans le contrat d'apprentissage, contrairement au contrat de travail, vous avez en fait une prestation qui va être fournie par l'apprenti. C'est une prestation de travail. Et en contre-prestation, celle de l'employeur, la contre-prestation principale, ce n'est pas le salaire, comme dans le contrat de travail, c'est la formation. Donc votre obligation, en tant que signataire, votre obligation principale, en tant que signataire d'un contrat d'apprentissage, ce sera de fournir à votre apprenti, en fait, toutes les bases utiles pour que ce dernier puisse apprendre le métier dans lequel il a décidé de se diriger, dans le respect des règles de l'art, des normes de sécurité, en lui offrant un cadre adéquat de formation. Ça, c'est les obligations principales. Bien sûr, après, le salaire, tout ce qui va avec, c'est aussi une obligation qui vous incombe, mais ce n'est pas ce qui fait la typicité du contrat d'apprentissage. Et une autre particularité du contrat d'apprentissage par rapport au contrat de travail classique, c'est qu'il est forcément toujours de durée déterminée. Donc vous allez toujours avoir un contrat en général qui est conclu pour une durée 2 ans pour les AFP, 3 ans pour le CFC ou 4 ans selon les métiers, qui parfois, selon les aléas de la formation, va se prolonger sur une année supplémentaire lorsqu'il y a un échec peut-être. Donc le principe est celui du contrat de durée déterminée pour la durée de la formation. Et parti au contrat d'apprentissage. Alors c'est aussi un petit peu particulier par rapport au contrat de travail. Donc vous avez un travailleur et un employé. Finalement, tout le monde peut conclure un contrat de travail. Dans le contrat d'apprentissage, vous avez une partie qui est l'apprenti, qui va devoir avoir certaines qualités. Au-delà des qualités professionnelles, ça devrait être une personne en général qui est âgée de plus de 15 ans, enfin 15 ans ou plus. Donc il y a possibilité d'entrer en formation professionnelle un petit peu avant, sur la base d'une dérogation médicale pour des gens qui auraient par exemple sauté des années à l'école et puis qui finissent l'école obligatoire plus tôt. L'apprenti doit aussi être libéré de la scolarité obligatoire, ce qui ne veut pas forcément dire avoir obtenu son certificat de fin d'études, mais il ne doit plus être astreint à fréquenter l'école obligatoire. Et puis, dans certains corps de métier, il faut encore que l'apprenti puisse attester par certificat médical qu'il a les compétences physiques et psychiques pour exercer le métier. Et suivant les corps professionnels, il y a encore d'autres exigences, de casier judiciaire vierge, des choses de cet ordre-là. Et de l'autre côté du contrat, vous allez avoir en fait l'entreprise formatrice. Donc le contrat d'apprentissage est toujours passé avec l'entreprise formatrice et non pas avec un formateur en entreprise. Donc c'est vraiment l'entreprise qui est la porteuse du contrat de travail. Vous, en tant que formateur, à moins que vous soyez patron aussi de l'entreprise, mais en tant que formateur, vous êtes un élément qui permet à votre employeur ou à votre entreprise d'obtenir une autorisation de former. Donc on a une entreprise formatrice qui va devoir elle aussi présenter certaines garanties avant de pouvoir engager un apprenti. Donc elle doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le canton, ce qui implique, comme vous le savez, de disposer
d'un cadre d'apprentissage structuré, adéquat au niveau des équipements, du poste de travail de l'apprenti, et surtout de pouvoir attester de la présence pour s'occuper de l'apprenti et le suivre d'un formateur en entreprise qualifié, donc qui remplisse les exigences posées par l'ordonnance de formation pour pouvoir suivre des apprentis. Ces exigences, vous les connaissez certainement pour chacun pour vos métiers, mais c'est en général au moins de disposer, c'est le niveau requis de CFC pour chaque formateur, plus un certain nombre d'années de pratique qui varient d'un métier à l'autre. Et ensuite, il y a d'autres titres qui permettent également de former, des brevets, des maîtrises, des titres universitaires. Voilà, mais vraiment la base posée par la loi, c'est qu'on doit au moins disposer du CFC d'un certain nombre d'années de pratique et avoir ensuite suivi une formation pédagogique d'un certain nombre d'heures qu'on appelle dans le canton de Vaud le cours pour formateur en entreprise, je crois que c'est la CFFE, voilà, qui ici fait 40 heures. Et voilà, là vous aurez le pédigré complet de l'entreprise qui peut ainsi former. Donc ça c'est vraiment le contrat, il est dual, il est entre deux parties, c'est classique. Si ce n'est que la petite particularité, c'est qu'on a en fait une autorité cantonale qui va devoir venir approuver ce contrat d'apprentissage. Et tant que cette approbation n'est pas intervenue, le contrat n'est en quelque sorte pas complètement valable, ne déploie pas complètement ses effets. Donc ce sera la tâche dans le cadre du canton de Vaud du service pour lequel je travaille, à la direction générale de l'enseignement post-obligatoire, de vérifier avec les commissaires professionnels que l'entreprise remplit les conditions pour rentrer en formation et que l'apprenti aussi est apte à entreprendre cette formation. Ce que je me permets de vous signaler, c'est qu'une fois que ce contrat d'apprentissage est signé par les parties, quand bien même l'autorité cantonale n'a pas encore donné son approbation, les parties sont liées par ce contrat. Donc dès que vous concluez ce contrat et que votre apprenti, futur apprenti, le signe, vous êtes contractuellement lié à ce dernier, donc vous ne pouvez plus, sauf juste motif, vous départir de cette relation contractuelle. Donc ça c'est quelque chose d'important à noter, c'est que quand bien même vous signez un contrat en février, tout d'un coup au mois de mai, vous trouvez une autre perle que vous auriez envie d'engager, vous êtes lié par le contrat que vous avez précédemment conclu avec un autre apprenti. Le fait de le rompre finalement sans juste motif, ça serait en fait une demeure de l'employeur qui pourrait vous apporter quelques déboires au niveau financier si l'apprenti entreprenait des procédures. De même que l'apprenti de son côté est aussi lié par ce contrat, donc un apprenti qui ne prendrait pas ses fonctions à la date prévue serait en situation d'abandon de poste. Donc vraiment, la signature marque la naissance de la relation contractuelle. En ce qui concerne sa forme, la forme est du contrat d'apprentissage. Alors pour la forme, ce qui le distingue vraiment du contrat de travail classique, c'est que pour le contrat d'apprentissage, la forme est forcément écrite. Donc le contrat de travail, lui, peut être oral, mais en apprentissage, vous êtes obligé de conclure un contrat d'apprentissage écrit. L'obligation va même encore plus loin. Vous avez même un formulaire qui vous est imposé et que vous devez remplir pour pouvoir faire valider un contrat d'apprentissage par l'autorité compétente. Ensuite, à ce formulaire, vous pouvez annexer rajouter des choses particulières, annexer un règlement d'entreprise, etc. Mais c'est vraiment une exigence très forte d'écriture, de passage écrit du contrat d'apprentissage. Ce contrat, au niveau de son contenu, c'est assez classique, c'est le salaire, commençons par le début peut-être, mais le type de formation, l'identification du formateur en entreprise, ça c'est les choses particulières. Et puis ensuite, ça sera réglé les questions plus pratiques comme le salaire, les vacances, l'horaire de travail, etc. et le temps d'essai. Donc ça c'est assez traditionnel. On verra ensuite dans ces différents points, il y a quelques petites particularités qui sont propres au contrat d'apprentissage et dont il faut tenir compte au moment de la conclusion. Donc le temps d'essai, qui est un des points qui est prévu par le contrat d'apprentissage, c'est un temps d'essai assez traditionnel aussi, c'est 1 mois minimum, 3 mois maximum. Donc c'est à vous de le fixer en tant qu'entreprise formatrice, de déterminer ce que vous souhaitez comme temps d'essai. Et puis à savoir que ce temps d'essai peut être prolongé encore jusqu'à ce que ça fasse un coût de 6 mois
au plus. Donc si vous avez un doute sur le déroulement de la formation, si vous ne savez pas si la personne que vous avez engagée au bout des 3 mois est vraiment à l'aise ou apte à aller jusqu'au bout de sa formation, ou si elle a des doutes quant au fait qu'elle a vraiment envie de s'investir dans ce métier, c'est possible de prolonger ce contrat d'apprentissage pour que ça fasse une durée maximale de 6 mois. L'important, c'est de faire la prolongation par écrit aussi. Elle est aussi soumise à l'approbation de l'autorité cantonale. Et puis, elle doit intervenir avant la fin de l'échéance de la première partie de ton décès. Donc, peut-être que ça vaut la peine de toujours prévoir finalement un petit bilan à la fin du temps d'essai avec votre apprenti, puis de déterminer si oui ou non une démarche de prolongation doit être entreprise. Le salaire. Alors le salaire, c'est aussi un point qui fait partie du contrat d'apprentissage. Étant donné que la prestation principale de l'apprentissage, c'est une prestation que vous allez fournir en nature à votre apprenti, c'est la formation, c'est le cadre d'apprentissage et de développement d'acquisition du métier. Le salaire en devient un deuxième pendant qui joue aussi son rôle. C'est un salaire qui est fixé d'entente entre les parties, donc il est librement convenu, il n'y a pas de règle qui fixe un salaire minimum pour les apprentis. À noter que les associations professionnelles communiquent chaque année, sauf erreur à la DGEP, les salaires moyens dans la branche, et puis la DGEP édite en fait des normes indicatives pour que chaque corps de métier puisse un petit peu voir où se situe le salaire moyen des apprentis du domaine. Mais comme leur nom l'indique, elles sont indicatives et pas contraignantes. Et dans certains domaines, par contre, il y a des conventions collectives de travail, sauf erreur dans la restauration par exemple, qui elles vont fixer des salaires minimaux pour les apprentis première, deuxième, troisième année. Et là, elles sont contraignantes pour les entreprises de ces domaines-là, donc le salaire sera soit égal à celui prévu par la convention collective, soit plus généreux si vous avez décidé d'être plus généreux. Mais en tout cas, là, c'est le seul cas finalement où un minimum est fixé. Il y a quelques petites particularités liées au fait que le contrat soit vaudois, parce qu'on fait passablement souvent des vaudoiseries, comme on dit. Donc, on a une prime assurance accident professionnelle et non professionnelle qui doit être prise en charge complètement par l'entreprise formatrice, donc par l'employeur, ce qui est différent du contrat de travail où les professionnels sont à la charge de l'employé. Et puis, on a un versement mensuel de 80 francs par mois à titre de frais professionnels, qui est aussi une particularité vaudoise, qui a remplacé ce qui était une autre particularité vaudoise avant, le paiement de la demi-prime d'assurance maladie des apprentis. Donc maintenant, les employeurs sont obligés de verser, en plus du salaire, ces 80 francs, qui constitue un montant net, donc ça ne fait pas partie du salaire mensuel brut qui fait l'objet de déduction sociale, c'est vraiment un montant net qui doit figurer sur la fiche de salaire. Donc je vous déconseille fortement de majorer le salaire de base de 80 francs et de pas, il faut vraiment qu'il y ait une ligne sur la fiche de salaire où ce montant apparaisse pour pas que vous soyez embêtés. Et à savoir aussi que ce montant, finalement, ne dispense pas les employeurs de payer les autres frais auxquels ils seraient astreints par la loi, comme par exemple les frais liés au déplacement et au repas pendant les cours interentreprises, à titre d'exemple. Voilà pour le salaire. La durée du contrat d'apprentissage, comme on l'a vu avant, elle est fixée par l'ordonnance de formation, donc elle sera variable entre 2 et 4 ans. Sauf erreur de ma part, il y a d'apprentissage plus long que 4 ans. Les contrats sont calqués sur les années scolaires. Ils commencent en général au plus tôt en juillet et se terminent au plus tard en août. Ça, c'est la période classique. Vous pouvez avoir, alors ça, les aléas de la vie professionnelle font qu'on a des ruptures de contrat et des situations comme ça qui aboutissent au fait que vous pourriez avoir un apprenti qui rentre en cours d'année, donc un contrat qui ne couvre pas l'entier de la période, étant donné qu'on peut cumuler plusieurs contrats d'apprentissage. Donc c'est à voir en fonction du profil de l'apprenti que vous avez engagé, en sachant que pour l'entreprise qui engage un apprenti pour la durée de la formation, si ce dernier est en échec à la fin, par exemple, de l'apprentissage, il n'y a pas d'obligation légale de prolonger le contrat pour que l'apprenti puisse refaire son année. Donc soit l'entreprise le garde parce qu'elle le souhaite, soit il se trouve un autre patron ou il se présente en tant que candidat libre en quelque sorte aux examens. Mais vraiment la durée
durée de la formation, elle est classique, c'est la durée de l'ordonnance, et puis pas d'obligation au-delà. L'horaire de travail des apprentis, alors la règle elle est assez simple quand vous avez un apprenti majeur, parce que finalement il est soumis aux mêmes horaires de travail que les autres collaborateurs de l'entreprise, donc il n'est pas censé faire plus ou moins d'heures que les autres, si ce n'est que compte dans son temps de travail, pour lui par contre, les heures consacrées aux cours professionnels, les heures consacrées aux cours interentreprises et le temps passé aux examens. Donc les journées d'école, c'est comme des journées de travail. Donc une journée d'école, c'est une journée de travail complète qui doit être prise en compte dans l'horaire effectif de travail de vos apprentis. Sinon, pour le reste, ils sont soumis aux mêmes règles que les collaborateurs, que ce soit pour le travail de nuit, du dimanche, etc. En revanche, alors si vous avez un apprenti mineur, alors là, vous allez avoir une limitation de travail par jour, hein, donc c'est maximum 9 heures par jour, y compris les heures supplémentaires. Et puis, il y a aussi des limites en fonction des corps de métier. Donc, le principe pour le travail de nuit et du dimanche, c'est l'interdiction. Et ensuite, il y a des dérogations qui sont possibles, qui sont accordées par les autorités cantonales. Et pour certains corps de métier, il y a une dérogation générale qui est déjà prévue par la loi, parce que c'est un métier où d'office on travaille la nuit. Je sais, les boulangers, par exemple, dans les métiers de la santé, etc. Donc là, il n'y a pas besoin de demander une autorisation. On a le droit d'employer les apprentis la nuit, le dimanche, en soirée. En revanche, en fonction de leur âge, on pourra les faire travailler de façon limitée un certain nombre de dimanches par année ou un certain nombre de nuits par mois. Donc ça, il faut veiller à être très attentif à ça dès que vous avez un apprenti mineur qui est engagé par vos soins. Si vous êtes dans ces domaines qui prévoient du travail de nuit et de dimanche, c'est une législation qui est relativement contraignante. Dans le contrat découlent des obligations, aussi bien pour l'apprenti que pour l'entreprise formatrice. Alors l'apprenti, il a les mêmes obligations finalement qu'un travailleur ordinaire à votre égard. Hein. Il vous doit faire ses prestations de travail de la meilleure qualité qui soit, en tenant compte que c'est une personne en formation qui est en train d'apprendre le métier. Donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes exigences de rentabilité, de fiabilité, etc. que par rapport à un professionnel aguerri, ça c'est un fait. Il a les mêmes obligations de fidélité envers son employeur, et il doit se conformer à vos instructions, il doit s'investir pleinement dans la formation, parce que alors, vu que la formation est le cœur de ce contrat d'apprentissage, il va sans dire que l'apprenti a pour obligation de suivre les cours professionnels, les cours interentreprises, de se préparer au mieux pour ses examens. Ça fait partie aussi de son travail et des choses qu'il s'engage à faire à l'égard de l'entreprise formatrice. L'employeur, l'entreprise formatrice a elle aussi les obligations générales d'un employeur envers un employé, ça ne change pas. Il y a quelques cas particuliers qui sont propres en fait aux apprentis, donc il y a cet aspect lié à la formation. Vous devez transmettre le métier dans le respect des règles de l'art, des règles de sécurité, dans un cadre de travail adéquat. Vous avez des charges en plus du salaire qui vont venir s'ajouter aux obligations de l'entreprise formatrice. C'est la prise en charge des coûts liés aux cours interentreprises, que ce soit le coût des cours, qui maintenant sont supportés pour partie par la FONPRO, mais dans certains domaines professionnels, je pense qu'il y a encore des employeurs qui sont amenés à devoir payer quelque chose pour ces cours. Les frais de repas et de logement, s'il y a du logement qui est lié aux cours interentreprises, ou de déplacement. Vous avez une obligation d'aménager les horaires de travail pour tenir compte des cours professionnels et des cours interentreprises. Donc formellement, ces journées de cours, elles font partie, tout comme l'école professionnelle et les prestataires CIE, c'est deux autres partenaires de formation professionnelle qui doivent être pris en compte par l'entreprise formatrice et par les formateurs. Donc vous avez l'obligation en effet de libérer votre apprenti pour ces journées de formation. Et puis il y a une petite particularité au niveau des vacances, c'est qu'en principe, l'apprenti de moins de 20 ans, enfin jusqu'à 20 ans, a droit à 5 semaines de vacances. Il y a encore des domaines où l'obligation légale est à 4 normalement, mais dans le contrat d'apprentissage jusqu'à 20 ans, c'est 5 semaines. Et puis elles doivent être normalement accordées pendant les vacances scolaires, si possible, et en dehors des périodes de cours, donc. Et max 3 semaines, l'apprenti peut exiger dans le canton de Vaud, ça c'est encore une vaudoiserie, il peut exiger d'avoir 3 semaines consécutives de vacances. Donc ça c'est encore un point un petit peu particulier. Alors une fois qu'on prend en compte toutes ces contraintes, je me mets au défi de réussir à fixer 3 semaines de vacances avec les cours interentreprises et les activités de l'entreprise. Il paraît qu'on doit y arriver.
Vous pouvez aussi, l'apprenti peut aussi bénéficier de vacances à d'autres moments que les vacances scolaires. En revanche, là, il a cette obligation de suivre les cours, où là, parfois, il aura ses vacances interrompues par une journée de cours s'il souhaite prendre des vacances à un autre moment. Mais le principe, c'est pendant les vacances scolaires. Le contrat d'apprentissage, il a une fin, qui, quand tout va bien, c'est celle qui a été prévue au moment de la conclusion. Donc, c'est l'échéance ordinaire, donc la fin de la formation, qui, on espère, se finalise avec l'obtention du CFC. Et puis, il y a d'autres fins, d'autres méthodes qui permettent de mettre un fin à un contrat d'apprentissage qui, elles, sont un petit peu différentes. Il y a la résiliation pendant le temps d'essai, qui peut aussi intervenir pendant ces 3 fameux mois, voire un peu plus si le temps d'essai a été prolongé. Donc là, c'est les mêmes règles que dans le droit du travail ordinaire. C'est une résiliation à 7 jours, avec finalement pas vraiment d'obligation de motiver extrêmement bien les raisons. Et puis, c'est une possibilité qui est offerte aussi à l'apprenti. Donc l'entreprise peut résilier à 7 jours et l'apprenti aussi peut donner son congé pendant cette période-là s'il a l'impression de ne pas être fait pour le métier ou pour des raisons qui lui sont propres, à 7 jours. Ensuite, on a la résiliation d'un commun accord. Celle-là, elle ne pose pas vraiment de problème non plus. Tout le monde est d'accord que les choses doivent être... on doit mettre un terme au contrat d'apprentissage. Donc là, c'est les parties ensemble qui décident que l'apprentissage se terminera à telle date. Et puis elles se mettent d'accord. Moi, je peux vous recommander, si tel est le cas, de passer l'accord par écrit, parce que ça permet aussi de garder un moyen de preuve, le cas échéant, si ça devait devenir litigieux. Puis parce que, comme le contrat est écrit, la conclusion du contrat est écrite en droit, on a ce qu'on appelle le respect du parallélisme des formes. Quand vous passez un contrat par écrit, vous devrez le résilier par écrit. Donc c'est bien que la résiliation elle soit passée par écrit. Ensuite, vous avez la résiliation unilatérale avec effet immédiat pour juste motif. Ça, c'est la résiliation la moins sympathique, parce que c'est celle qu'on applique quand les choses se passent mal, soit du côté de l'apprenti, soit du côté de l'employeur. On verra un petit peu de façon plus détaillée après. Et il y a le retrait de l'approbation du contrat par l'autorité cantonale. Donc l'ADGEP peut, sous certaines conditions, retirer l'approbation au contrat, donc mettre un terme à votre contrat d'apprentissage, si par exemple l'entreprise formatrice concernée se voit retirer son autorisation de former. Ça, c'est un exemple classique. Au niveau de la résiliation unilatérale immédiate pour juste motif, je me permets de vous rappeler en fait que dans le contrat d'apprentissage, comme c'est un contrat de durée déterminée, il n'y a pas de délai de congé. Donc soit vous allez jusqu'à la fin de l'échéance prévue pour le contrat, soit vous avez des justes motifs, mais des justes motifs impérieux, qui rendent la relation de confiance ou la relation de travail impossible parce qu'il n'y a plus de rapport de confiance, et là vous pouvez rompre en cours de contrat d'apprentissage avec effet immédiat. Donc les justes motifs, c'est les mêmes que ceux qui régissent le droit du travail ordinaire. Ça va être des choses très graves, le vol, je sais pas, ce genre de choses. Ou alors un cumul de choses plus petites qui ont donné lieu à un avertissement, 2 avertissements, puis qui cumulés font qu'on ne peut plus travailler ensemble, et parce que ça devient grave finalement. Donc c'est des choses moins graves, mais dont l'accumulation et la répétition les rendent finalement insupportables et mettent un terme à la relation de confiance. Et puis, dans le cadre du contrat d'apprentissage, alors là, vous avez une disposition dans le Code des obligations particulières pour les apprentis, c'est la 346, qui lui prévoit qu'un contrat d'apprentissage peut être résilié si la personne en formation n'a pas les compétences physiques ou psychiques pour exercer le métier, ce qui peut arriver, qu'en cours de formation on se rende compte qu'il y a un problème de santé qui rend l'exercice de la profession complètement incompatible ou impossible, ou bien si l'entreprise de formation n'offre plus le cadre en fait, requis pour exercer l'apprentissage dans de bonnes conditions. Là, voilà, c'est vraiment les cas les plus traditionnels de rupture. Pour le reste, il y a une obligation quand même d'entendre, si on est dans ce cas-là où on envisage que le jeune n'a plus la compétence psychique ou physique. Avant de résilier, il y a quand même une obligation posée par la loi de l'entendre et puis de voir avec lui, de lui faire part de votre prochaine décision et d'entendre sa position avant de décider. Ce qu'on a vu avant, c'était la prolongation du contrat d'apprentissage. C'est la même chose que pour la résiliation, parallélisme des formes. Si vous devez prolonger un contrat d'apprentissage, contrat écrit, prolongation écrite, avec approbation par la DGEP.
Donc ça, c'était au niveau des particularités du contrat d'apprentissage. Vous voyez que finalement, le contrat d'apprentissage, il s'inscrit vraiment dans une relation contractuelle assez proche du droit du travail ordinaire, en tout cas dans la théorie. Dans la pratique, souvent vos questions, les appels qu'on reçoit et les mails qu'on reçoit aussi bien des commissaires que des employeurs nous montrent que la théorie, elle est bien difficile à mettre en œuvre dans la pratique parce que c'est vraiment faire rentrer ce contrat d'apprentissage où la priorité c'est l'apprentissage dans un cadre qui est vraiment prévu pour le droit du travail pur avec des collaborateurs et des règles très strictes. C'est assez difficile. On a souvent des questions, par exemple, dans les congés ou les cours interentreprises. Tout d'un coup, on a un cours interentreprise organisé au niveau roman qui a lieu à Neuchâtel et puis qui a lieu, je ne sais plus, le 19 septembre, qui est jeune fédéral sur le canton de Vaud. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit l'envoyer, pas l'envoyer? Est-ce qu'on doit le payer, pas le payer? Donc, vous voyez, ça, en théorie, c'est simple. En pratique, ça l'est nettement moins. Et puis, ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était finalement la surveillance de l'apprentissage. C'est aussi ce qui rend très particulier la relation contractuelle employé, entreprise formatrice apprenti. C'est qu'au-dessus de cette relation contractuelle, il y a tout un staff, en fait, aussi bien cantonal, par la direction de l'enseignement post-obligatoire, par les commissaires professionnels, les conseillers aux apprentis. Il y a encore la commission de conciliation en matière d'apprentissage, qui est un organe bien peu connu et bien peu pratiqué, mais qui existe quand même dans le canton de Vaud. Donc c'est le préfet qui peut intervenir pour des médiations et des questions de cet ordre-là. Et toute cette équipe administrative surveille en fait un petit peu à distance et parfois de façon très rapprochée dans le cas du commissaire et du conseiller aux apprentis la relation contractuelle. Comme vous pouvez le constater, finalement les tâches principales c'est la délivrance des autorisations de former, l'approbation des contrats d'apprentissage, et puis ensuite, c'est veiller vraiment dans la globalité au bon déroulement de la formation. Et le point final, finalement, de la surveillance, c'est l'organisation des examens et la délivrance des titres, donc la vérification de l'acquis des qualifications. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire. Comme conclusion, je dirais qu'on a un modèle dual d'apprentissage qui est vraiment un bon support de travail, je pense, dont les mérites sont vantés dans plusieurs pays et qui est vraiment connu un petit peu partout. Et je pense que c'est vraiment un modèle qui est bien ficelé, qui fonctionne bien, mais qui mériterait peut-être, au niveau de la législation, d'apporter quelques réflexions pour savoir si vraiment ce contrat d'apprentissage ancré, mais ça c'est mon avis personnel, dans le droit du travail, est vraiment à sa place et s'il ne faudrait pas un petit peu adapter vraiment des normes très spécifiques à l'apprentissage pour qu'on arrive en fait à un vrai contrat de formation avec ses caractéristiques propres qui permettent en fait aux entreprises, parce que finalement c'est les entreprises formatrices qui subissent peut-être un petit peu les aléas de cette assimilation du contrat d'apprentissage au contrat de travail pour bien clarifier en fait les règles qui s'appliquent et pour avoir vraiment un arsenal légal qui permette de coller aux besoins réels en fait de l'apprentissage. Dans les grandes lignes, je pense que ça se passe quand même plutôt bien. Voilà, merci pour votre attention.